Alors, on est de retour pour cette deuxième partie de notre événement La cyberguerre des étoiles. Je vais inviter pour cette keynote Thierry Bauer, général adjoint au commandement de la cyberdéfense, et Thierry Blanc, commandant second au commandement de l'espace. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous, donc je suis le général Thierry Bauer, adjoint au commandement commandant de la cyberdéfense à l'état-major des armées. J'aborde un peu cette keynote en termes de défenseurs de nos systèmes. Et je voudrais rebondir déjà pour commencer, même si mes propos seront peut-être un peu déstructurés, mais je pense que je voudrais commenter quelques points que j'ai pu entendre en fait sur cette première intervention sur la première table ronde, qui m'a semblé très intéressante, qui à mon avis a déjà bien brossé le domaine. Mais je voudrais rattacher en fait tous ces échanges avec les échanges du Major général des armées qui a ouvert cette session. Déjà, l'espace est un bien commun qu'on doit tous se protéger. C'est hélas en rupture avec je dirais, la situation géopolitique actuelle. On voit bien que ce monde commun où on échange entre nous pour sécuriser tout le monde, où tout le monde est interdépendant, et on est en train de faire un peu marche arrière. Et j'ai bien peur que l'espace soit un exemple également de ce retour en arrière, où chacun veut s'approprier une partie de l'espace, et pire, est prêt à en dénier l'accès à d'autres. Alors on le voit dans le domaine purement classique des armements, où les Indiens ont fait un essai pour détruire un satellite au-dessus de dans l'espace. Les Américains ont des capacités, même s'ils ne l'ont jamais testé, ou en tout cas, pas de mémoire, mais c'est pas mal le spécialiste de l'espace, c'est le général Blanc qui complétera mes propos. Les Chinois ont fait des essais également, donc on voit bien que ce bien commun, c'est une conception qui n'est pas forcément partagée par tout le monde. Derrière cette difficulté, pour les armées, il faut bien comprendre que le cyberespace, l'espace, tous ces nouveaux domaines, tous ces nouveaux champs sont considérés comme des espaces clés pour, schématiquement, gagner la prochaine guerre. On aura toujours, et ça c'est une évidence, besoin de nos avions, de nos chars, de nos combats pour reprendre une expression que j'aime bien, il y aura toujours de la ferraille en l'air qui va voler avec des explosifs. Ça ne changera pas. Pour autant, si on perd le contrôle de l'espace, si on perd le contrôle du cyberespace, on va au-devant de quelques déconvenus et on aura beaucoup plus de mal à gagner la prochaine guerre, quel que soit son format, quelle que soit sa forme. Donc forcément, c'est un théâtre d'enjeux. Dernier commentaire pour caler un peu la vision en fait, des armées, ce cyberespace. Ce cyberespace, c'est un espace où on combat sous le seuil. Qu'est-ce que ça veut dire, combattre sous le seuil? C'est-à-dire qu'on peut se battre dans le cyberespace sans être en guerre. Et je crains que tous les jours, nos entreprises en première ligne, mais nos institutions publiques à travers le monde, se rendent bien compte que le cyberespace est d'ores et déjà un champ de bataille. Alors un champ de bataille investi par des attaquants, des cyberattaquants étatiques, qui vont faire beaucoup de renseignements, qui vont se positionner, donc avec plein de solutions, et des cybercriminels, sachant que parfois la frontière entre les deux n'est pas d'une netteté absolue. On voit bien l'exemple nord-coréen. Certes, nous avons des attaquants étatiques nord-coréens, mais qui laissent prospérer les cybercriminels nord-coréens pour essayer de faire de l'argent. Ça ne leur pose aucun problème. Donc voilà, on est dans un monde où le cyber, l'espace et le cyberespace cohabitent, ont des problématiques qui peuvent être les mêmes, c'est-à-dire ce sont deux espaces qu'il nous faut à tout prix maîtriser pour les combats du futur et les combats actuels en ce qui concerne le cyberespace. Je laisserai Thierry compléter pour le travail sous le seuil dans le terme de l'espace, mais on voit bien qu'il y a aussi un sujet. Et donc, toute cette réflexion, elle s'inscrit dans la vision du chef d'état-major des armées, qui est que nous sommes maintenant dans un triptyque de compétition à l'état permanente entre les États. On est certes, on peut être alliés, mais on est quand même en compétition. À minima, une compétition économique, une compétition de présence et de poids dans les institutions internationales. On est aussi dans des phases de contestation. L'illustration la plus flagrante pour nous, armée française, c'est la contestation russe dans l'espace africain qui était un peu notre
précaré, même si le terme n'est plus le terme consacré, mais en tout cas, on a des liens forts avec l'Afrique, la bande sahélo-saharienne. On voit bien qu'on est contesté dans cet espace-là par la Russie. Donc on a cette continuité dans la tension qui peut exister entre les nations. Et bien entendu, on a l'affrontement. L'affrontement, actuellement, il est illustré en Ukraine. Mais on voit bien que ce n'est plus une hypothèse qu'on doit balayer d'un revers de main. On est dans ce domaine-là. Donc voilà, je dirais la vision du ComCyber là-dedans, c'est de défendre, en tout cas, tout notre espace militaire, et y compris nos moyens spatiaux. Et c'est là où on est en complet raccord, en complète relation avec le commandement de l'espace, c'est qu'on participe à la protection de nos moyens spatiaux, qui sont défendus par les armées françaises en ce qui concerne nos moyens. Donc ça, c'est pour rassurer ceux qui pourraient être inquiets. Est-ce que ça suffit? Certainement pas. On sait bien que ce n'est pas parce qu'on se défend qu'on ne peut pas être attaqué. En cyberdéfense, on a effectivement de la cyberprotection. On protège nos moyens, on protège nos satellites, on met des canaux, on chiffre les canaux, on protège nos segments sols. Pour autant, on sait que nous ne sommes pas invulnérables et qu'il faut être en capacité de réagir. Là, on a une première spécificité de l'espace, mais qui a déjà été mentionnée. Quand il s'agit d'aller réparer un satellite qui est à 36 000 km de la Terre, c'est pas simple. L'attaquer n'est pas simple non plus. Ça équilibre un peu les difficultés. Après, on a plusieurs segments à protéger. Les plateformes, les charges utiles, les canaux de transmission, les stations sol. Donc, c'est les 4 gros objets qu'on s'attache à protéger avec un modèle français qui s'appuie beaucoup sur le CNES. Et les armées ne possèdent pas l'intégralité du domaine. Donc, on a un vrai travail à faire avec d'autres acteurs, publics, parapublics, étatiques, pour avoir un système complètement coordonné. Dans tous les cas de figure, on a des enjeux pour l'avenir. Donc l'enjeu, c'est la démocratisation de l'espace. On m'en a parlé de New Space. L'armée, il y a quelques années, n'était pas forcément concernée par ce New Space, en tout cas pas directement. On avait plutôt des plateformes lourdes, chères, avec une durée de vie la plus longue possible, parce qu'on ne pouvait pas les renouveler si souvent. Mais on sent bien que le New Space, on va y passer. Et je suis sûr qu'on va me le confirmer dans quelques minutes, si je ne me trompe pas. Ces nouveaux objets, effectivement, en termes de cyber, pour nous, c'est une vraie inquiétude parce que plus légers, peuvent emporter moins d'outils de sécurisation, plus génériques, donc s'appuyant sur les technologies plus ouvertes, donc plus faciles à étudier pour des chercheurs de vulnérabilité. Donc quelque part, on a une fragilité qui se crée et qu'il va falloir adresser d'une manière ou d'une autre. Donc tout ça, il va falloir le protéger, c'est un enjeu. Avec quand même une difficulté pour un attaquant, c'est qu'on ne s'attaque pas à un objet même un peu plus ouvert aussi facilement que ça, surtout quand il est produit à quelques milliers d'exemplaires. Un iPhone, il est produit à plusieurs millions d'exemplaires. L'investissement pour essayer de trouver une vulnérabilité, il est quand même super intéressant. Aller chercher un satellite Starlink pour le tester et voir si on peut y accéder, c'est quand même pas non plus une sinécure. Pour autant, à minima, les acteurs étatiques peuvent avoir un réel intérêt à le faire. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué qu'on pouvait faire du cinétique, c'est-à-dire envoyer un missile dans l'espace pour aller casser un satellite. On a toutes les théories avec les débris qui font qu'on va quelque part se tirer une balle dans le pied. Mettre à terre, en tout cas mettre hors de service un satellite choisi avec des moyens cyber, avec des lasers, c'est notre solution, avec du brouillage, ça reste de la guerre électronique à mes yeux, mais s'il commence à devenir sophistiqué et qu'on rentre dans le signal, on va effectivement aller vers le cyber, ça, il n'y a aucun doute. Toutes ces solutions, si elles peuvent permettre à un attaquant de dénier l'accès à l'espace à un adversaire, elles ont un intérêt. Et le cyber est une voie qui va être exploitée. Voilà, ça c'était la vision cyber de l'espace, et forcément le commandement de l'espace va développer sa version spatiale de cette problématique. Donc merci. Alors merci. Je ne sais pas si le micro a été hacké comme tous les autres. Voilà, je crois qu'il fonctionne. Vous m'entendez? Très bien. Donc oui, je suis le général Thierry Blanc et je suis l'adjoint au commandement de l'espace. Alors j'ai l'avantage de parler à la fin, après la première table ronde et après toi.
ce qui me permettra de rappeler un peu ce qui a été dit et parfois de redire. Redire, ça contribue à une certaine forme de pédagogie et puis de rajouter éventuellement quelques éléments. Alors, vous avez compris, l'espace irrigue tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs de la société, depuis l'infrastructure, l'énergie, les télécoms, le positionnement, Uber qui va nous ramener éventuellement après cet événement chez nous. L'espace contribue, je dirais, de manière conséquente au PIB européen. Les différents systèmes spatiaux sont évalués à environ 900 milliards d'euros, ce qui est assez considérable. Les dépenses spatiales ont plus que doublé. Le nombre de satellites opérationnels a plus que doublé au cours des quelques dernières années. Le nombre de lancements, le nombre de lanceurs qui émergent ont plus que doublé. Bref, on voit et on constate une prolifération des acteurs, une prolifération des satellites, une prolifération des lanceurs. Bref, l'espace est en ébullition, est en effervescence. Et donc, on voit aussi que des sujets qui étaient jusque-là du domaine de l'histoire sont aujourd'hui de nouveau extrêmement présents. La conquête de la Lune, aller sur Mars, c'est pour dans 2 ans. Mars, enfin la Lune dans 2 ans, Mars un peu plus tard. On voit l'arrivée de nouveaux acteurs, en particulier les acteurs du numérique avec les GAFAM, je devrais dire les GAMAM, puisque Facebook est devenu Meta, qui désormais sont très présents dans le secteur spatial, et on observe par là même une convergence entre le spatial et le numérique, ce qui fait dire à certains que l'espace ou les systèmes spatiaux ne sont désormais que des infrastructures de support, des infrastructures qui sont là pour héberger des solutions ou des applications du numérique, et certains utilisent le mot de software satellite. Ça, c'était les éléments de contexte qui ont été largement abordés. On a parlé, oui, effectivement, de New Space, le New Space qui est plus tellement nouveau, puisque ça fait presque plus de 10 ans que l'on voit arriver ce phénomène de démocratisation de l'espace et l'arrivée de ces nouveaux acteurs. Sur les systèmes spatiaux eux-mêmes, les systèmes spatiaux sont composés de 3 segments, et ça a été abordé, dont 2 sont au sol. Il y a d'abord le segment spatial qui effectivement est à 36 000 km pour les satellites géostationnaires, qui sont je dirais entre 600 et 1000 km pour les satellites en orbite basse, et puis pour la constellation GPS et Galileo qui sont en orbite moyenne. Donc ça, c'est le segment spatial. Vous avez ensuite le segment sol de commande et de contrôle, qui permet effectivement de piloter la plateforme, qui permet de piloter cette infrastructure spatiale. Et puis, vous avez le segment sol utilisateur, donc les fameux récepteurs GPS, les fameux outils d'exploitation des images issues de l'espace. Bref, tout ce qui va être utilisé par les utilisateurs. Et il se trouve que le parent pauvre des systèmes spatiaux, historiquement, ce sont ces segments sol utilisateurs. Segments sol utilisateurs qui ont été, qui ont été élaborés, qui ont été conduits, des programmes qui ont été conduits souvent de manière étant moins eux-mêmes emblématiques qu'un satellite. Il y avait cette espèce de fascination pour l'espace, fascination pour les satellites, fascination pour les fusées, et quelque part on avait tous ces systèmes spatiaux qui drainaient davantage de ressources financières, davantage d'intérêts que des segments sol utilisateurs. Ces segments sol utilisateurs ont été souvent livrés avec un certain retard par rapport aux systèmes satellitaires, ont souvent eu quelques difficultés de mise en œuvre ou de prise en compte, et sont souvent pas très user-friendly, je parle des systèmes militaires en particulier. Et à ce titre, étant le parent pauvre des systèmes spatiaux, ce sont autant de brèches, autant de vulnérabilités qui peuvent être ouvertes, qui peuvent se trouver dans ces systèmes-là. Et donc, effectivement, ce sont ces systèmes-là qui nécessitent une vigilance accrue.
Par ailleurs, la nouvelle ambition capacitaire nationale, qui est issue de la nouvelle stratégie spatiale de défense, qui date de 2019, 2019 étant aussi la date de la création du commandement de l'espace, cette nouvelle ambition capacitaire nationale est organisée autour de trois cercles. Trois cercles capacitaires. Tout d'abord, un noyau dur. Alors, le noyau dur, le cœur souverain, qui compose, je dirais, l'ensemble des capacités qui sont patrimoniales, qui sont, je dirais, au sommet de l'état de l'art de ce que l'on peut faire, que ce soit dans le domaine du renseignement, soit dans le domaine des télécommunications ou dans le domaine du GNSS. Donc nous avons ce cœur souverain, ce noyau dur. Ce noyau dur est, je dirais, élargi à ce qu'on appelle le cœur étendu. Ce cœur étendu, ce sont des capacités qui nous sont fournies par, ou qui sont partagées par des partenaires stratégiques, par des alliés, des capacités que nous mettons en commun, ou par des opérateurs de confiance, c'est-à-dire des opérateurs de télécommunications, des opérateurs satellitaires, je ne les nommerai pas, mais tout le monde les reconnaîtra, avec lesquels on a l'habitude de travailler, qui sont des opérateurs au profit de l'État depuis de nombreuses années, qui complètent ce noyau dur, qui complètent ce cœur souverain. Et puis, c'est là où on rejoint l'aspect des capacités qui sont issues du New Space. Nous avons le reste, c'est-à-dire le complément capacitaire qui, lui, sera fourni par des solutions qui émergeront de cette effervescence, de cette ébullition, de ce qui est en train de naître dans le domaine spatial. C'est-à-dire tous les émergents, tous les gens qui vont avoir des services à proposer et tous ces services-là qui vont avantageusement compléter nos capacités. Alors, il est vraiment indispensable que ce complément capacitaire issu notamment du New Space ou de nouveaux acteurs soit particulièrement sécurisé et qu'on soit particulièrement vigilant vis-à-vis de ces capacités, puisque les données qui seront issues de ces acteurs, de ces nouveaux entrants, qui seront issus de ce complément capacitaire, eh bien, ces données-là, elles seront mélangées, elles seront fusionnées avec des données qui nous viendront des autres cercles, dont le noyau dur. Et donc, il est extrêmement crucial, primordial que ces données-là soient intègres et ne puissent pas être corrompues. D'où l'intérêt de focaliser sur effectivement sur ce segment-là ou sur ce cercle-là des capacités. Ensuite, avant de te relaisser la parole, je voudrais juste réagir sur quelques éléments entendus autour de la première table ronde. Alors, Eric, tu as dit que la surveillance de l'espace était permanente. C'est un vœu. Nous aspirons à avoir une surveillance de l'espace permanente. Je trouve qu'à ce stade, l'espace c'est extrêmement vaste, c'est extrêmement grand. Et il se trouve qu'on a effectivement un réseau de surveillance qui, hélas, n'est pas complet, qui va se compléter, qui va se compléter effectivement par des partenariats, qui va se compléter par des nouvelles capacités que nous allons acquérir, qui va se compléter par l'achat de données que nous allons faire sur le marché de la donnée de surveillance de l'espace. Et il se trouve que nous avons aussi, dans le cadre de la surveillance de l'espace, nous avons des besoins nouveaux. Des besoins nouveaux tout simplement parce qu'autrefois, un objet spatial, c'était un objet en chute libre, c'est-à-dire un objet qui était sur une orbite keplérienne traditionnelle et qui ne bougeait que quand il était maintenu dans sa fenêtre de maintien à poste, c'est-à-dire pour maintenir son orbite, ou pour éventuellement être désorbité. Bref, il avait une trajectoire qui était assez déterministe. Deux éléments nouveaux qui nécessitent d'avoir une surveillance de l'espace qui est, je dirais, plus précise et avec un échantillonnage beaucoup plus fin. Le premier, c'est la propulsion électrique. C'est-à-dire que les satellites, désormais, étant propulsés de manière électrique, sont propulsés de manière continue et à ce titre, leur trajectoire n'est plus totalement keplérienne. Ils ne tombent pas en permanence, mais sont légèrement propulsés et leurs orbites sont pas totalement déterminées.
Ça encore, c'est assez simple. Et puis, il y a des objets, et je dirais c'est ceux qui intéressent en premier les armées, et en particulier le commandement de l'espace. Ce sont les objets qui sont manœuvrants, qui ont des comportements qui sont anormaux, qui peuvent avoir des comportements qui peuvent s'avérer hostiles ou inamicaux. Ce sont des objets manœuvrants. Et ces objets manœuvrants, comme leur nom l'indique, ces objets-là n'ont pas des trajectoires particulièrement définies et doivent être suivis. Ils doivent être suivis de manière très fine et de manière permanente. Et là, effectivement, on arrive aux limitations du système, des systèmes qui ont été conçus pour cataloguer ces fameux objets en orbite. Et donc, nous avons besoin de nouvelles technologies, nous avons besoin de nouveaux capteurs, de capteurs différents qui répondent à ce besoin-là. Et qui répondent aussi à un autre besoin, qui répondent au besoin, bien sûr, de voir, qui répondent au besoin de comprendre ce qui se passe dans l'espace, qui répondent au besoin d'attribuer et qui répondent au besoin de pouvoir décider pour ensuite pouvoir agir. Et donc, tous ces capteurs nouveaux doivent être déployés. Ils ne le sont pas encore. Je pense que d'ici quelques années, nous aurons une surveillance de l'espace qui sera effectivement, comme tu le dis, permanente. Autre élément qui avait été élaboré, qui avait été évoqué, c'était la possibilité d'avoir que les nanosatellites soient des armes par destination. Une arme par destination, un satellite, une arme par destination, effectivement, s'il rencontre notre satellite à 7 km par seconde, respectivement, l'un face à l'autre, je vous laisse calculer l'énergie cinétique et donc le dégât occasionné. Et effectivement, c'est la destruction assurée. Un nanosatellite, sa caractéristique, c'est qu'il est faiblement propulsé et souvent propulsé par je dirais, une propulsion électrique. Souvent. Et à ce titre, pour être une arme par destination et pour être détourné, pour ensuite pouvoir rentrer en collision avec un satellite, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Et je ne considère pas que ce soit une des menaces la plus importante. Voilà. C'était pour réagir sur les différents éléments de la première table ronde. Donc, pour conclure cette petite intervention, je pense que tout le monde aura compris, l'espace, c'est un espace qui est vital pour nous. C'est un espace qui n'est pas immune à la menace cyber, donc il doit être défendu. Donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où ces deux domaines, espace, cyberdéfense, le cyber, sont des domaines qui sont en constante évolution, quoi qu'il arrive, on aura besoin d'entreprises qui apportent des nouvelles solutions. Et les nouvelles solutions, c'est dans tous les domaines. Et j'en citerai un pour terminer, c'est l'offensif. Il existe en France une doctrine qui nous permet de faire du cyber offensif. C'est aussi un moyen pour faire de l'offensif. Les satellites peuvent servir à ça. Donc autant dire que le champ pour le futur dans ces deux domaines, il est immense. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention. On a eu pas mal de questions, mais on va en sélectionner qu'une parce qu'on a peu de temps, par contre. Donc je vous la pose. Donc une question à distance. Les Russes comme les Chinois ont certainement des moyens pour neutraliser sans les détruire les satellites en orbite basse. Ainsi, quand nos satellites sont en panne, comment faire la différence entre une attaque malveillante et un problème technique, faiblesse, malfaçon du satellite? Eh bien, on ne peut pas. Oui. Eh bien, justement, c'est bien le problème, c'est qu'il est extrêmement difficile de faire la différence entre un satellite qui subit une attaque et un satellite qui subit une panne. Et c'est justement toute la difficulté qui permet, ou du moins ce qui était évoqué, c'est-à-dire ce qui permet de rester sous le seuil. Alors évidemment, pour protéger, pour éviter cela, il y a effectivement un certain nombre de moyens pour éviter que ces satellites ou que nos satellites puissent être victimes d'attaques ressemblant à une panne ou ressemblant à la collision avec un débris. Pour cela, c'est pour, je dirais, maîtriser le risque de collision avec un débris qui ne serait pas un débris, ça nécessite, et c'est ce que j'évoquais, d'avoir une capacité de surveillance de l'espace qui est largement améliorée,
qui est capable de faire justement la différence entre un débris et un faux débris qui serait un satellite. Et je vous dis, citer un exemple, hein, vous avez des satellites qui sont des satellites pondeurs de satellites. Ces satellites qui libèrent un objet, qui libèrent un satellite. Si vous n'êtes pas là, c'est-à-dire si votre capteur n'est pas là au moment de la ponte, c'est-à-dire au moment où le satellite libère un autre satellite, comment savez-vous à qui appartient ou d'où vient le deuxième satellite? Est-ce que ce deuxième satellite, s'il n'est pas répertorié, s'il n'est pas vu à ce moment-là, est-ce qu'il ne sera pas considéré comme un débris? Et est-ce que justement ce débris qui rentrera plus tard en collision avec un de nos satellites, finalement, ce sera tout à fait quelque chose de normal, ce sera une collision avec un débris. Alors qu'en fait, c'est un satellite. Donc, d'où la nécessité d'avoir des capteurs qui sont focalisés et qui sont focalisables sur des situations ou sur des satellites qui sont d'intérêt ou qui relèvent d'une menace potentielle. D'accord, très bien. Merci. Un petit complément très court. En fait, on est vraiment dans le domaine du sous le seuil. Une panne inexpliquée, je pense effectivement, on aura toujours le doute, et à moins d'avoir des capteurs très performants. Une série de pannes inexpliquées, je pense que d'autres capteurs vont se mettre en route. Certes, des capteurs satellitaires ou cyber qui seront adaptés à ça, et la chaîne du renseignement d'une manière générale pour trouver la cause d'une série de pannes qui sera pour le coup forcément expliquée un jour ou l'autre. Merci beaucoup et puis merci pour votre intervention.